Oral questions, questions orales. The honourable leader. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, je regrette à informer la Chambre des communes qu'un de nos collègues, Bernard Généreux, a eu un problème cardiaque dans la réunion du caucus du Québec. On a dû appeler l'ambulance. Il est maintenant en l'hôpital, dans une position assez stable. La famille conservatrice est en solidarité avec lui et sa femme Tracy et toute sa famille. Est-ce que le gouvernement veut offrir ses meilleurs vœux pour un grand rétablissement pour notre collègue? The honourable government house leader. Monsieur le Président, je veux évidemment ajouter ma solidarité ainsi que celle de l'ensemble des collègues de ce côté-ci de la Chambre, aux députés de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Kataskamik-Témiscouata, un territoire que je connais bien, un député que je connais bien. Il est très taquin. On a très hâte de retrouver sa belle personnalité, son esprit de collaboration et son grand sourire ici avec sa famille parlementaire et notamment avec sa famille tout court. Merci, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. D'entendre la mauvaise nouvelle que le Canada est le seul pays avec 2 trimestres négatifs dans l'économie, la définition d'une récession encore aujourd'hui. On a eu des mauvaises nouvelles de la gouverneure de la Banque du Canada qui a dit, et je cite, l'économie canadienne est restée au ralenti et l'inflation a augmenté. La combinaison d'un ralentissement économique et d'une montée de l'inflation pose un dilemme. Il a dit que l'économie était faible. Il a utilisé le mot 9 fois. Est-ce que le premier ministre va renverser les politiques libérales qui ont causé cette récession? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, j'ai des bonnes nouvelles pour le chef conservateur, Monsieur le Président. L'Allemagne, 0,7 l'Italie, 0,5 le Mexique, 0,8 la France, 0,7 le Japon, 0,6 le Royaume-Uni, 0,9 et le Canada, 1,2 Monsieur le Président. Les projections de l'OCDE mettent le Canada avec la deuxième croissance la plus rapide des pays du G7. Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, à chaque jour, on va se battre pour bâtir l'économie la plus forte des pays du G7. L'honorable chef de l'opposition. Une question pour le premier ministre. Il y a 10 jours, nous avons appris que le Canada est le seul pays à avoir un recul dans son économie pendant 2 trimestres d'affilée. Le gouverneur de la Banque du Canada a dit aujourd'hui que l'économie canadienne demeure faible, que l'inflation a augmenté. Un ralentissement économique combiné à l'inflation est un dilemme. Il a parlé de faiblesse dans l'économie. Pour décrire l'économie du premier ministre, il a utilisé le mot faible 9 fois. Ça se traduit par de plus grandes files à la banque alimentaire et d'autres mauvaises nouvelles. Vont-ils renverser leurs politiques qui ont causé cette récession? L'honorable ministre des Finances, je sais qu'on est mercredi. Le chef de l'opposition cherche de bonnes nouvelles. L'Allemagne, 1,1 l'Italie, 0,6 le Japon, 0,8 le Royaume-Uni, 1,1 et le Canada, 1,7 Voilà les prévisions de croissance pour 2027. Voilà ce que l'OCDE a révélé récemment. De notre côté, nous allons nous battre pour les Canadiens parce que chaque jour est un bon jour pour se battre pour les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Encore des illusions de la part de l'autre côté de la Chambre. Le Canada est le seul pays du G7 dont l'économie a reculé pendant 2 trimestres d'affilée. Le seul pays du G7. Le gouverneur de la Banque du Canada a décrit l'économie du premier ministre comme étant faible. Il a utilisé ce terme 9 fois. Et donc, ça signifie que des personnes âgées perdent leur foyer et doivent vivre dans des stationnements, selon ce que dit CTV. Le premier ministre va-t-il prendre la parole pour nous annoncer qu'il va renverser les politiques qui ont causé ces problèmes? L'honorable ministre. Alors que le chef de l'opposition
choisi les faits qu'il nous sert, nous pouvons dire que l'économie fait preuve de résilience alors que nous sommes confrontés à des droits de douane et à 2 guerres. Les Canadiens veulent se concentrer sur la construction, sur bâtir. C'est pourquoi nous avons de grands projets en hydroélectricité, en énergie, dans le nucléaire. Peut-être qu'ils devraient nous aider à bâtir. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre se cache et refuse de répondre aux questions à propos de la récession qu'il a causée. Tout ce qu'il construit, c'est la seule récession du G20. 19 pays du G20 ne sont pas en récession. Un seul est en récession. Et donc, Centraide nous dit que 40 des Canadiens perdent le sommeil parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir payer leurs factures. 60 sont submergés par l'anxiété à cause de leur situation financière. Le premier ministre a-t-il quelque chose à leur dire à ces gens? L'honorable ministre. Monsieur le Président, le premier ministre est un homme sérieux qui comprend les affaires et l'économie. Il travaille actuellement avec tous les premiers ministres des provinces et territoires pour veiller à ce qu'on traite des problèmes causés par la guerre commerciale dont ne fait jamais mention le chef de l'opposition. Malgré cette guerre tarifaire, nous avons réussi à créer 88 000 emplois au mois dernier, notamment plus d'emplois pour les femmes. Et non seulement ça, nous avons un excédent commercial le plus élevé depuis janvier 2025, et ça, c'était avant la guerre tarifaire. L'honorable chef de l'opposition. La question s'adressait au premier ministre et nous n'avons pas besoin des excuses concernant le reste du monde. Les autres pays sont confrontés aux droits de douane des États-Unis eux aussi et ne sont pas en récession. Le Mexique est encore plus intégré à l'économie américaine que le Canada et le Mexique n'est pas en récession. Seul ce premier ministre a créé une récession. Nous avons des solutions. Va-t-il accepter nos idées comme, par exemple, retirer la taxe carbone industrielle, enlever les taxes sur l'essence, aucune taxe sur les gains en capitaux utilisés pour construire notre économie. Nous avons des solutions. Va-t-il prendre la parole pour y réagir? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, ce qu'il y a de faible, c'est le discours que l'opposition nous sert. L'honorable chef de l'opposition sait que ce genre de changements fiscaux ne vont pas nous aider à gérer ce qui se passe avec les États-Unis. Ça ne va pas changer la situation quant à la guerre en Ukraine. Il ne parle pas des 88 000 emplois créés le mois dernier. Il ne parle pas du taux de chômage qui est plus faible. Il ne parle pas des réductions d'impôts. Il ne parle pas d'autres mesures que nous avons prises. C'est intéressant parce que de l'autre côté, ils n'ont pas de plan. The honourable, he has one more left, right? Okay, l'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, le premier ministre fait concession après concession à Donald Trump. Dès juillet, il annulait la taxe sur les services numériques imposée aux géants du Web américain. Puis en août, il a abandonné ses contre-tarifs. Cette semaine, il annule les redevances exigées aux diffuseurs en ligne américains, tout ça sans rien obtenir en retour. Aujourd'hui, le premier ministre rencontrait le Québec et les provinces et la rumeur veut qu'il ait abordé leur boycott des alcools américains. Est-ce que le premier ministre leur a demandé de faire comme lui et d'accepter d'autres concessions? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Évidemment, Monsieur le Président, le gouvernement est plus que prêt à entreprendre les négociations commerciales, mais le Bloc québécois pose ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une très mauvaise journée hier suite à leur opposition féroce au projet de train à grande vitesse, une position dénoncée par les maires des grandes villes du Québec, une position dénoncée, imaginez-le, par le Journal de Montréal qui dit qu'ils se sont tirés dans le pied. Je confirme, Monsieur le Président, qu'il y a bel et bien balle dans l'orteil, Monsieur le Président. L'honorable député de Saint-Jean. Monsieur le Président, sur la CEUM, là, les concessions du premier ministre face aux Américains vont plus loin. Il s'est donné avec ses 5 le pouvoir de suspendre des lois pour faire passer des nouveaux pipelines. Les grands gagnants, c'est les actionnaires des pétrolières qui sont à 60 % américains.
Il se donne avec ses 30 le pouvoir de réautoriser des pesticides interdits. La grande gagnante, c'est Bayer, qui vend les semences et les pesticides américains de Monsanto. Le premier ministre concentre les pouvoirs entre ses mains, mais c'est des Américains qui en profitent. Wow. C'est vraiment ça, sa définition d'un Canada fort? Leader du gouvernement à la Chambre. Je vais donner la définition d'un Canada fort, Monsieur le Président. C'est un Canada qui sait réaliser de grandes choses, qui sait bâtir des projets avec la main-d'œuvre québécoise, la main-d'œuvre canadienne, avec des matériaux canadiens, avec de l'acier canadien, avec l'aluminium canadien. Une société qui sait rêver, qui se prend en main, qui crée des opportunités pour ses jeunes. C'est ça, bâtir le Canada fort. Malheureusement, le Bloc québécois ne sait rien de ça, n'a jamais décidé de ça et ne participe pas à cela, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. C'est vrai qu'ils sont bons pour rêver, mais agir, c'est autre chose. Monsieur le Président, la principale victime des capitulations du premier ministre, c'est la culture en français. L'abolition de la taxe sur les services numériques, c'est une perte d'1,4 milliard par année. L'abandon des redevances aux diffuseurs en ligne, c'est encore des milliards qui sont laissés sur la table. Surtout, l'abandon d'une solution permanente au problème de la culture, remplacée par un financement public temporaire soumis à la volonté des gouvernements canadiens. Ottawa abandonne définitivement une décennie de lutte pour faire contribuer les géants du Web. Est-ce que le ministre savait lors de sa nomination qu'on le mandatait pour être le fossoyeur de la culture? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Monsieur le Président, pendant que le Bloc québécois passe sa 4e décennie ici à Ottawa à strictement rien foutre, nous, on va passer à l'action. Dans le dernier budget, on a investi 750 millions de dollars dans l'ONF, dans Radio-Canada, dans Téléfilm. Là, ils vont cracher sur 600 millions de dollars par année. Ils n'ont pas lu le communiqué de presse. Nous, on passe à l'action. On a investi dans la culture québécoise et canadienne. L'honorable député de North Island, Powell River. Au Canada, on avait une certitude auparavant. Si on travaillait fort, si on payait ses impôts, si on respectait la loi, on allait pouvoir se payer une maison, l'épicerie et avoir une bonne qualité de vie. Mais après 10 ans avec les libéraux, cette certitude n'existe plus. Selon un nouveau sondage de Centraide, 60% des Canadiens se sentent anxieux par rapport à leurs finances personnelles, 38% ont du mal avec la sécurité alimentaire, 40% en perdent le sommeil. Quand le premier ministre va-t-il admettre que ces politiques dépensières n'offrent pas de vrais résultats? L'honorable secrétaire d'État, eh bien, les gens dans sa circonscription et la mienne méritent des résultats rapidement. 22 projets édificateurs de la nation ont amené 25 milliards de dollars en un investissement de capital, ce qui dépasse les attentes des marchés. Les salaires augmentent 2 fois plus vite qu'aux États-Unis. Les économies des ménages atteignent des records historiques. Je n'ai jamais rencontré toutefois un conservateur qui s'enfarge dans les faits. L'honorable député de North Island, Powell River. Eh bien, je peux vous dire que beaucoup de gens à Vancouver savent que les politiques économiques du gouvernement nuisent surtout aux jeunes. Les jeunes ne peuvent plus accéder à la propriété dans les collectivités où ils ont grandi et des emplois sont pris par des travailleurs étrangers temporaires. Et cette année seulement, ils devront assumer collectivement 80 milliards de plus en nouvelles dettes. Quand le gouvernement va-t-il changer ses politiques plutôt que de s'en prendre aux prochaines générations? L'honorable secrétaire d'État, les jeunes savent que le gouvernement est là pour eux parce qu'ils profitent de la plus grande part de la création d'emplois. Ils savent que l'investissement des entreprises a augmenté pour le 2e trimestre d'affilée au Canada. Ils savent que le FMI prévoit que le Canada sera l'économie avec la plus grande croissance du G7 en 2027. Ils savent que le gouvernement a un plan que l'on met en œuvre. Joe Rogan est peut-être impressionné avec des beaux discours, mais comme dit Shania Twain, inaudible.
L'honorable député de York-Durham. Le premier ministre dit que c'est une faiblesse économique. Bon, moi, je vais dire ce que c'est en réalité, une récession. Aujourd'hui, Centraide a mis des mots sur ce sentiment. 9 Canadiens sur 10 qui vit de l'insécurité financière et des gens doivent vivre dans des campeurs pour survivre. C'est un problème au Mexique, même difficulté, pas de récession. Même la Russie ne vit pas de récession. Alors, quelle sera leur excuse aujourd'hui? L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle. Monsieur le Président, chaque jour, l'opposition nous répète le même refrain et dénigre notre économie plutôt que de l'encourager. Nous avons créé 88 000 emplois en mai. L'excédent commercial est le plus élevé en 15 mois. Les exportations ont atteint un niveau record. Nous bâtissons notre pays, nous investissons dans notre pays, nous appuyons les travailleurs et ils devraient essayer de faire pareil. L'honorable député de York-Durham. Chaque jour, ils disent la même chose, ils prétendent réussir, mais éludent leurs responsabilités. Les Canadiens ne les croient pas. Centraide a dit aujourd'hui que 57 des Canadiens croient que les finances publiques sont mal gérées. 2 tiers des Canadiens sont anxieux à propos de l'avenir. Alors, ils ne croient pas en ce que fait le premier ministre aujourd'hui et n'achètent pas les promesses qu'il propose pour l'avenir. Alors, vont-ils changer les choses parce que ce qu'ils font a des effets dévastateurs pour les Canadiens aujourd'hui? L'honorable ministre. Et ce serait un petit peu plus crédible s'il ne s'opposait pas à tous les investissements que l'on fait pour les familles, les soins dentaires, les investissements dans le logement abordable. Ils s'y opposent. Nous avons investi à Laval, ils s'y sont opposés. Ils s'opposent à tout plein de projets et plutôt que de proposer de l'appui et des investissements, enfin, ils devraient se rallier à nous et commencer à construire. L'honorable député de Pitt Meadows, Maple Ridge. Monsieur le Président, après une décennie d'inflation libérale et de mauvaise gestion économique, ce sont les Canadiens qui en pâtissent. Centraide nous dit que 60 des Canadiens sont anxieux à propos de leurs finances personnelles et de nombreux perdent le sommeil à cause de leurs finances. À quel point faut-il que les choses empirent pour que le gouvernement renverse les politiques qui causent ces difficultés? L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Je viens moi aussi de la Colombie-Britannique, tout comme le député, et les gens dans notre province sont optimistes à propos de notre avenir. De notre côté, on voit bien il y a des projets qui sont engagés en Colombie-Britannique. Le prix des loyers baisse et le coût de la vie baisse aussi. C'est avantageux pour les Britanno-Colombiens. De l'autre côté, ils s'opposent à tout ce qu'ils font, que ce soit pour les jeunes travailleurs. De notre côté, nous sommes prêts à passer à l'action pour appuyer les Canadiens, faire croître l'économie et on ne veut pas s'enliser. L'honorable député de Lethbridge. Avec le gouvernement, le Canada est en récession, le seul pays du G20. Après une décennie de dépenses libérales irresponsables et de mauvaise gestion économique, les Canadiens paient le prix. Centraide nous dit que 60 des Canadiens ressentent de l'anxiété par rapport à leurs finances personnelles et 40 vivent de l'insécurité alimentaire. C'est le résultat des politiques du gouvernement ici même. Alors, vont-ils renverser la vapeur pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens? L'honorable ministre, Monsieur le Président, j'aimerais prendre cette occasion pour parler des investissements de 8 milliards de dollars dans ma province, à Goose Bay. Nous investissons des milliards de dollars dans les petits ports de mer. Ce sera utile pour les jeunes qui veulent se former
et nous bâtissons notre pays, nous investissons dans les Canadiens et nous protégeons les Canadiens. Moi, j'invite la députée à se joindre à nous. L'honorable député, les petits ports de mer ne vont pas aider avec l'insécurité alimentaire pour les jeunes, surtout dans ma circonscription à Lethbridge. Avec tout le respect que je leur dois, que vont-ils faire pour les Canadiens qui ont du mal? 60% des Canadiens perdent le sommeil parce qu'ils ne savent pas comment ils vont arriver. 40% des Canadiens vivent de l'insécurité alimentaire. Le gouvernement peut prétendre que ce n'est pas le cas, mais les Canadiens nous disent la vérité parce qu'ils la vivent, cette réalité. Qu'allez-vous faire? First of all, I would remind the member. Je veux rappeler à la députée, et elle le sait, qu'elle doit passer par la présidence. L'honorable ministre des Pêches. Monsieur le Président, je suis fière de prendre la parole aujourd'hui et de dire que 12 millions de dollars vont profiter de la prestation pour les produits essentiels. Nous avons mis en place des services de garde qui permettent aux familles d'aller au travail et de savoir que leurs enfants sont bien pris en charge. Je peux parler aussi de l'allocation canadienne pour enfants et j'en suis fière. Je suis fière aussi de parler du programme alimentaire scolaire. Je peux parler du logement abordable et des initiatives que l'on prend à ce sujet. L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, des centaines d'agriculteurs de Mirabel ont bravé la pluie aujourd'hui sur la colline. Ils sont venus dire aux libéraux que le projet de TGV d'Alto, dans sa forme actuelle, c'est non. Dommage que le ministre ne soit pas venu les rencontrer. Il aurait pu répondre à toutes leurs questions auxquelles Alto refuse de répondre depuis janvier. Monsieur le Président, si les libéraux pensent qu'ils vont pouvoir exproprier de force encore une fois les agriculteurs de Mirabel, ils ont la preuve aujourd'hui qu'ils se fourrent le doigt dans l'œil. Est-ce qu'ils vont en faire respecter nos agriculteurs, les rencontrer et répondre à leurs questions? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, je tiens à rassurer le député que je n'ai pas besoin de lui pour me faire rencontrer des agriculteurs. Je viens moi-même d'une famille d'agriculteurs. Je visite souvent des agriculteurs. Je dialogue constamment avec les agriculteurs. C'est à cause de ce respect pour le monde agricole qu'on va faire ce projet-là dans la plus haute et totale considération des préoccupations des agriculteurs. C'est dommage que le Bloc québécois, qui ont promis de supporter ce projet-là, renonce maintenant à leurs promesses. Et je ne sais pas c'est quoi qu'ils pensaient s'il y avait des trains volants, mais des trains, ça doit passer à terre, Monsieur le Président. L'honorable député de Mirabel. Ça prouve que le débat sur le TGV n'est pas fini, Monsieur le Président. Il vient de commencer. On avait mis 4 conditions: l'acceptabilité sociale, une évaluation financière indépendante, reculer sur les atteintes aux droits des gens en cas d'expropriation puis tenir des vraies consultations. C'est 0 en 4. Alors, demandez-vous pas pourquoi les agriculteurs manifestent. Alto est déjà sur leur terre pour faire des tests, puis quand les propriétaires disent non, ils veulent leur envoyer des drones. Alors, j'offre au ministre un lift à Mirabel pour venir répondre à leurs questions. Il va même pouvoir choisir la musique dans l'auto. Y es-tu game d'embarquer? L'honorable ministre des Transports. Monsieur le Président, je tiens à rassurer le député que nous avons la liberté de mouvement au Canada. Moi, je peux aller d'une circonscription, la mienne, à Gatineau, en Outaouais, très, très rapidement vers sa circonscription. Je n'ai pas besoin de lui pour me présenter à des agriculteurs. Je les respecte beaucoup, je les écoute beaucoup. Je considère totalement leur point de vue dans l'édification de ce beau et grand projet, ce beau projet qui relie entre autres, les 4 plus grandes villes du Québec et Trois-Rivières. Monsieur le Président, on va construire ce projet-là dans la plus totale considération des points de vue de tout le monde. Bravo. L'honorable député de Lévis-Lotte-Binière. Monsieur le Président, des centaines de personnes sont aujourd'hui rassemblées sur la colline parlementaire pour faire entendre leur voix à propos du train Alto qui menace la survie de nos collectivités. Parmi eux, de nombreux agriculteurs que le gouvernement libéral menace d'empêcher de traverser leurs terres en les coupant en deux. Monsieur le Président, je ne connais pas un seul agriculteur qui souhaite voir passer un TGV sur sa terre. Le premier ministre va-t-il entendre la voix des agriculteurs et suspendre la construction de ce projet qui s'en va dans le champ? L'honorable ministre
de la transformation du gouvernement. Merci beaucoup, M. le Président. Et on a tout le respect du monde pour les agriculteurs avec qui on veut travailler pour s'assurer de trouver l'équilibre dans ce projet-là. Mais ce que je trouve dommage, M. le Président, c'est de voir que les conservateurs, à chaque détour, sur chaque projet, ils nous garderaient des décennies en arrière. En Europe, M. le Président, en France, en Espagne, en Angleterre, ils ont des trains grande vitesse où ça collabore avec les agriculteurs, où ça passe par des champs, M. le Président. Et je pense qu'on est capable aussi au Canada de bien faire les choses, de se doter d'infrastructures qui vont révolutionner le pays, qui vont changer la face du Canada, M. le Président. Il serait souhaitable que les conservateurs embarquent. Merci beaucoup. Député de Lévis-Lotbinière. Si le ministre croit que ce projet-là est bon, il ira lui-même voir les agriculteurs pour expliquer les expropriations. Les experts sont unanimes, ce projet idéologique est complètement irresponsable vis-à-vis de nos finances publiques et rien ne prouve sa rentabilité. Les libéraux veulent nous léguer un éléphant blanc qui se déplace à coups de subventions. Monsieur le Président, avec 90 millions, on peut rénover la quasi-totalité de nos infrastructures au Canada, devenir la superpuissance agricole mondiale. Qu'attendent les libéraux pour investir dans des projets qui vont réellement créer de la richesse au Canada? L'honorable ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, justement, nous, on est le parti qui veut créer de la richesse au Canada parce que dans cette guerre tarifaire, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est contrôler qu'est-ce qu'on peut faire chez nous. Alors qu'on est dans un monde où on ne peut pas contrôler qu'est-ce qui est à l'extérieur de nos frontières. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est comment on bâtit. Et on est capable de créer 51 000 jobs avec le TGV. On est capable de relier les 4 plus grandes villes au Québec. Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Trois-Rivières. On est capable de connecter aussi à l'Ontario, à Toronto. Bref, on est capable de ce que les grands pays font dans le monde, les grandes puissances industrielles, on est capable de bâtir chez nous. C'est ce qu'on fait. Exactement. Honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, un rapport publié aujourd'hui par Centraide révèle que les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par leur situation financière. Le rapport révèle que 60 des Canadiens sont anxieux concernant leurs finances et 38 vivent de l'insécurité alimentaire. Alors que les familles peinent à bâtir leur avenir, le gouvernement veut leur faire financer un projet de TGV qui pourrait coûter plus de 100 milliards de dollars. Et encore là, ils ont avoué ce matin n'avoir aucune idée du prix. Si les Canadiens n'ont plus les moyens de s'acheter de la nourriture, pourquoi les libéraux pensent-ils qu'ils ont les moyens de payer plus de 100 milliards pour un train? Bravo. Secrétaire d'État à la nature. C'est une question extrêmement intéressante qui est posée aujourd'hui. Un moyen de transport collectif qui va nous permettre d'avoir des liaisons plus faciles entre nos provinces, c'est un élément important de structure de notre économie qui va favoriser nos échanges, qui va favoriser nos transferts économiques avec l'Ontario. Et tout ça dans le transport durable. Donc ça aussi, c'est un effort positif pour éventuellement la carboneutralité. C'est un projet qui a un impact majeur sur plusieurs fronts positifs. On va le faire dans une approche collective. On est capable de bien faire les choses et ce serait intéressant qu'on le travaille ensemble. Merci. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, je pense que la secrétaire à la Nature n'a pas compris ce que j'ai dit dans ma première question. Il y a 60 des Canadiens qui vivent de l'anxiété, puis il y a 38 qui ont de l'insécurité alimentaire. Le gouvernement veut s'embarquer dans un projet de train de plus de 100 milliards de dollars alors que les gens ont faim. Et comment pensez-vous que ces gens-là peuvent s'acheter un billet pour embarquer dans le TGV alors qu'ils ne sont même pas capables de faire l'épicerie? Est-ce qu'elle peut répondre à ça? Face aux difficultés que les Canadiens vivent en ce moment, on a vendredi dernier, on a livré l'allocation pour l'épicerie et les besoins essentiels. On est très conscient de la situation actuelle, mais si on veut vraiment sortir, il faut investir, il faut se donner les moyens de faire les choses autrement et c'est ce qu'on fait. Donc, on aide les Canadiens aujourd'hui dans leur assiette, ils voient le résultat, mais on aide aussi les Canadiens à long terme. The honourable member for, is it Red? No, Bow River. L'honorable député de Bellechasse et Échemins-Lévis. Monsieur le Président, il y a un sondage de Centraide, comme le disait mon collègue, qui confirme le désastre de ce gouvernement. 60 des Canadiens vivent dans l'anxiété financière et 22 des Canadiens ont personnellement vécu la pauvreté comparativement à 19 l'année dernière. Sous ce premier ministre, le Canada est le seul pays du G20, on le dit, on le répète, en récession à cause de la mauvaise gestion de ce gouvernement. Quand le premier ministre va-t-il enfin annuler ses politiques coûteuses pour que les Canadiens puissent enfin arriver à s'en sortir financièrement, Monsieur le Président? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Identité et de la Culture canadienne.
Monsieur le Président, je ne sais pas où vous étiez-vous vendredi passé, mais moi, j'étais au Cercle des fermières d'Hochelaga Maisonneuve. Je souhaite à tous de vivre cette expérience. En fait, ce qu'on m'a le plus parlé, c'est de cette allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Le Cercle des fermières, c'est composé de dizaines de femmes, plusieurs assez aînées, qui ont, pour la plupart, des situations un peu plus vulnérables. Et ce qu'on m'a confié, c'est que c'était de l'aide concrète. C'est à ça que s'attendent les Canadiens en ce moment. C'est des mesures concrètes. L'honorable député du Nunavut. Merci, Monsieur le Président. J'ai grandi dans un système qui avait été conçu pour effacer mon identité comme Inuit. Comme plusieurs autres Autochtones, j'ai vécu des difficultés, mais nous continuons à faire valoir nos traditions et notre culture. Nous parlons nos langues autochtones et célébrons nos réussites. Je remercie les aînés de ma communauté et mes proches. La ministre peut-elle dire aux Canadiens comment ils peuvent participer au mois national de l'histoire autochtone et comment nous pouvons tous travailler à la réconciliation? L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Monsieur le Président, je remercie mon honorable collègue pour sa question. En tant que femme Cri, je célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire de ma communauté et nous célébrons ce mois-ci qui nous sommes dans le cadre du mois de l'histoire autochtone. Nous sommes ici pour célébrer notre force, notre résilience et notre culture. Je suis fier de travailler avec ma collègue et mes collègues des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour célébrer nos réalisations dans chaque région du pays. Au Canada, L'honorable député de Foothills. Le Canada est le seul pays du G20 en récession et les chefs d'entreprise qui créent des emplois et génèrent des investissements ont tiré la sonnette d'alarme. Le PDG de l'un des plus grands producteurs d'énergie du Canada a déclaré que la taxe libérale sur le carbone et les règles anti-développement rendaient les investissements dans de nouveaux projets impossibles à financer. Il y a un an, le premier ministre a promis aux Canadiens qu'il allait construire. Mais nous passons maintenant à une autre promesse libérale rompue. Le premier ministre admettra-t-il que sa vision pour le secteur énergétique, c'est de le taxer, de le réglementer, puis de le tuer? L'honorable ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, nous n'avons pas besoin de leçons de la part du parti d'opposition. Nous construisons des lignes de transmission au Nouveau-Brunswick. Nous construisons des fermes éoliennes en Nouvelle-Écosse, de l'énergie nucléaire en Ontario, des oléoducs en Alberta. Nous n'avons pas besoin de leçons sur comment construire de la part de cet honorable député. L'honorable député de Foothills. Il est clair qu'il n'accepte pas les leçons des dirigeants d'entreprise non plus. Le dirigeant de Cenovus a été très clair. La production ou la construction d'un nouvel oléoduc est impossible à financer, ce qui veut dire que la taxe sur le carbone et les lois anti-développement des libéraux rendent les projets liés aux ressources naturelles impossibles. Mais ce n'est pas surprenant que les libéraux appuient ces politiques anti-énergie. Lorsqu'il était le conseiller économique principal de Trudeau, ce premier ministre a encouragé et approuvé les taxes sur le carbone et les lois anti-énergie. Pourquoi ce premier ministre continue-t-il d'approuver des politiques qui freinent le moteur économique du Canada et nous entraînent en récession? L'honorable ministre. Monsieur le Président, peut-être qu'au lieu de lire les manchettes, le député devrait venir parler au PDG de Shell qui vient d'investir 20 milliards de dollars au Canada et va investir 40 milliards de dollars de plus dans le projet de GNL. Donc, pourquoi ne nous aide-t-il pas plutôt à construire? L'honorable député de Dufferin-Caledon. Chaque mois, il y a un nouveau rapport qui démontre à quel point la vie est devenue difficile sous ce gouvernement libéral. Et la semaine passée, c'est un rapport de Banque alimentaire du Canada. Cette semaine, c'est un rapport de Centraide qui indique que 60% des Canadiens vivent maintenant de l'anxiété à propos de leurs finances. Et les choses s'aggravent depuis que ce premier ministre est au pouvoir. Quand les libéraux vont-ils se rendre compte que leur politique cause tous les problèmes vécus par les Canadiens et quand vont-ils changer de cap? L'honorable ministre des Femmes et de l'Égalité des genres. Monsieur le Président, au cœur de nos efforts
c'est le coût de la vie. Chez moi, à Mississauga-Streetsville, nous travaillons pour que les travailleurs puissent conserver davantage de leur argent. Nous avons annoncé une réduction d'impôts pour 22 millions de Canadiens et avons annoncé l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels qui aide 12 millions de Canadiens. Les aînés peuvent maintenant avoir accès aux soins dentaires grâce à notre régime. Qu'est-ce que les conservateurs répondent aux aînés qui ont maintenant des soins dentaires? Nous continuons à travailler pour les Canadiens. L'honorable député de Dufferin-Caledon. C'est incroyable, Monsieur le Président. Chaque semaine, les libéraux prennent la parole à la Chambre et ils se vantent du fait que pour la première fois de l'histoire de notre pays, notre gouvernement a dû envoyer de l'argent aux Canadiens pour qu'ils puissent acheter des biens alimentaires. C'est le pays que nous avons désormais. Les aliments sont désormais tellement chers au Canada que le gouvernement doit envoyer de l'argent aux Canadiens pour qu'ils puissent faire l'épicerie. C'est comme si quelqu'un mettait le feu à votre maison et qu'ensuite il fallait le remercier d'avoir éteint le feu. Ce sont les politiques libérales qui ont causé les problèmes. Pourquoi les libéraux ne l'admettent-ils pas, ne changent-ils pas leur politique et n'adoptent-ils pas le plan conservateur? L'honorable ministre. Monsieur le Président, contrairement à ce qu'on entend de la part des députés de l'en face, nous sommes en guerre commerciale, nous sommes soumis à des tarifs, mais le Canada négocie avec une position de force. Nous avons annoncé aujourd'hui un surplus commercial de 2,7 milliards de dollars. Notre économie croît 2 fois plus rapidement que celle de l'Allemagne et du Japon et 3 fois plus rapidement que celle de l'Italie. Nous sommes là pour aider les Canadiens. Nous allons miser sur le coût de la vie. La famille moyenne va épargner jusqu'à 2 000 $ grâce à notre nouvelle allocation. Nous allons aider les Canadiens et travailler pour l'avenir. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député d'Oshawa. Monsieur le Président, après 11 ans d'inflation libérale, un récent sondage de Centraide confirme ce que les Canadiens disent depuis des années. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Un Canadien sur 5 a connu la pauvreté, 38 % sont confrontés à l'insécurité alimentaire et 60 % ont une anxiété réelle à propos de leurs finances. Les Canadiens doivent étirer chaque dollar et ce premier ministre, lui, a entraîné l'économie canadienne dans la seule récession du G20. Va-t-il enfin abandonner les politiques libérales coûteuses qui ont provoqué cette crise ou rendre la vie trop chère fait-il toujours partie du plan? L'honorable secrétaire parlementaire du premier ministre. Monsieur le Président, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés au Canada, qu'il y a des Canadiens qui ont de la difficulté avec le coût de la vie à l'heure actuelle. Et c'est exactement pour cette raison que nous avons annoncé l'allocation canadienne pour l'épicerie. Nous allons laisser le secrétaire parlementaire reprendre du début. Monsieur le Président, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés un peu partout au pays. C'est pourquoi nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. C'est pourquoi nous avons annoncé l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. C'est pourquoi nous avons appuyé les programmes sociaux essentiels. Nous rejetons l'hypothèse conservatrice que ce sont les politiques du gouvernement qui ont causé ces difficultés. Nous sommes confrontés à une guerre commerciale de la part de notre plus grand client, les États-Unis, qui représentent 70 % de nos exportations. Nous avons un plan pour appuyer les Canadiens et l'économie canadienne. L'honorable député d'Oshawa. La seule chose qui croît plus rapidement que la facture d'épicerie des Canadiens, c'est le fossé entre les discours des libéraux et la réalité. Le PDG de Centraide met en garde. Ce n'est pas une crise qui se profile à l'horizon. La crise est déjà bien présente. À Oshawa, c'est la réalité d'un parent ou d'une personne aînée à revenu fixe qui doit choisir entre faire ses courses et son loyer, ou d'un travailleur de l'automobile qui a perdu son emploi et qui attend toujours un accord commercial avec les États-Unis que lui a promis ce premier ministre, mais qui ne s'est pas encore matérialisé. Pourquoi ce premier ministre refuse-t-il d'accepter les faits? Ce sont ces politiques qui ont mené à la seule récession du G20, et ce sont les Canadiens qui en paient le prix. L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, puis-je demander à ma collègue d'en face pourquoi il s'oppose aux mesures qui aident les gens d'Oshawa et les gens de partout au pays? Comme je l'ai dit dans ma dernière réponse, nous sommes là pour défendre les Canadiens et les entreprises canadiennes. La députée a voté contre la réduction d'impôts pour les Canadiens, contre les soutiens financiers pour le secteur automobile au Canada. La ministre de l'Industrie travaille avec le secteur et la députée ne reconnaît pas le fait que nous avons créé 88 000 emplois au cours du dernier mois seulement. Nous avons un plan pour construire un Canada fort et appuyer les Canadiens qui sont confrontés à des vulnérabilités. L'honorable député de Souris Moose Mountain. Monsieur le Président, les faits sont clairs.
Sous le gouvernement libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. Un nouveau sondage de Centraide révèle que 60 des Canadiens s'inquiètent pour leurs finances. 40 perdent le sommeil à cause de leurs factures et l'insécurité alimentaire continue d'augmenter. Dans les communautés de chez moi, j'entends des familles qui travaillent dur, qui font tout ce qu'il faut et qui pourtant ont du mal à joindre les deux bouts. Certains agriculteurs, ceux-là même qui produisent notre nourriture, se tournent désormais vers les banques alimentaires. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il d'admettre que ces politiques coûteuses endettent davantage les Canadiens, poussent plus de familles vers les banques alimentaires et rendent la vie chaque jour moins abordable? L'honorable secrétaire d'État, Monsieur le Président, je n'ai pas encore donné la parole aux députés. J'attends simplement qu'il y ait un peu moins de bruit. L'honorable secrétaire d'État pour le développement rural. Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons qu'il y a des difficultés au Canada et nous confrontons ces difficultés. Pendant 10 longues années, 14 députés conservateurs de la Saskatchewan n'ont rien fait pour améliorer la situation en Saskatchewan et partout au pays. C'est honteux pour ces conservateurs. Et aux bons gens de la Saskatchewan, je dis, nous ne laisserons plus les conservateurs limiter votre pouvoir et limiter vos possibilités. Joignez-vous à nous pour créer une grande économie forte. L'honorable député de Souris Moose Mountain. Monsieur le Président, pendant 11 longues années, le député s'attaque à notre province. Selon tous les indicateurs, sa circonscription s'est détériorée. L'insécurité alimentaire est pire. Les coûts ont augmenté. L'inflation alimentaire a augmenté. On voit même une maladie du 16e siècle qui avait disparu et qui fait maintenant son retour dans sa circonscription. Quand le gouvernement libéral va-t-il finalement mettre fin aux politiques qui rendent la vie inabordable pour les Canadiens? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, nous n'acceptons aucune leçon des conservateurs pour ce qui est du soutien envers les communautés agricoles de la Saskatchewan. Les députés conservateurs n'ont rien fait pour reconnaître que le canola canadien est le meilleur au monde. Qu'est-ce qu'a fait notre premier ministre? Il a ouvert des marchés pour notre canola. Alors, je n'arrive pas à entendre, et si moi je n'entends pas, je ne sais pas si des règles sont enfreintes. L'honorable secrétaire d'État peut conclure sa réponse. Monsieur le Président, il n'y avait rien dans leur programme électoral pour appuyer le secteur agricole canadien. Notre premier ministre a su rouvrir le deuxième plus grand marché pour le canola canadien, chose que les conservateurs n'ont pas réussi à faire. L'honorable député de Provencher. Monsieur le Président, les Canadiens ne perdent pas sommeil à cause de ce premier ministre. Selon Centraide, 40 d'entre eux déclarent rester éveillés parce qu'ils ne savent pas comment ils vont payer l'épicerie, l'essence et le logement. Et pendant que les Canadiens sont en proie à l'angoisse, les libéraux, eux, dorment au gaz. Ils refusent d'admettre que ce sont leurs politiques qui ont plongé le Canada dans la seule récession du G20. Les Canadiens subissent du stress pendant que ce gouvernement, lui, continue à dormir. Le premier ministre va-t-il se réveiller et revenir sur ces politiques coûteuses qui empêchent les Canadiens de dormir la nuit? L'honorable ministre. L'honorable ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique. Monsieur le Président, je suis tellement ravi d'être de ce côté-ci de la Chambre parce que les Canadiens ont voté pour ce nouveau gouvernement en raison de notre plan. Et notre plan fonctionne. Je ne sais pas pourquoi le député d'en face a voté contre toutes les mesures qui aident les Manitobains. Le service de garde abordable, réduction du prix de l'essence, déclaration d'impôt automatique, allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, une allocation qui aide plusieurs citoyens de sa circonscription. Donc, le député doit se rallier à notre plan et appuyer ce qu'on fait de ce côté-ci de la Chambre. Le député de Pierrefonds-Dollard. Monsieur le Président, notre gouvernement est en action pour rendre le logement plus abordable. Nos collectivités en veulent aussi davantage. Nous répondons à une demande croissante et soutenons leur développement. Le ministre peut-il nous expliquer comment notre gouvernement aide à construire
plus de logements plus rapidement? Ministre du Logement et des Infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la question. Grâce à Maison Canada, nous mettons en place de nouveaux outils pour accélérer la construction de logements, mobiliser les terrains publics et appuyer des méthodes de construction innovantes. Et aujourd'hui, la Chambre a l'occasion d'appuyer la loi sur Maison Canada. Et j'encourage tous les députés à voter en faveur de cette importante mesure pour nous aider à livrer davantage de logements abordables aux collectivités partout au Canada. Merci. L'honorable député de Selkirk Interlake Eastman. Monsieur le Président, tout ce que ces libéraux disent au sujet de nos militaires n'est qu'une illusion. Ils ont promis des augmentations de salaire à nos troupes, mais celles-ci ne se sont jamais concrétisées. Les primes de rétention pour les réservistes sont aux oubliettes. Le ministre réduit de près de 7 000 $ l'aide au logement accordée à nos soldats et augmente les loyers des membres des Forces armées canadiennes. Nos Forces armées comptent un déficit de plus de 8 600 personnes et plus de la moitié de nos professions militaires souffrent de pénuries critiques. Pourquoi le ministre de la Défense tourne-t-il le dos aux Forces armées canadiennes et aggrave-t-il encore davantage la crise de rétention? L'honorable ministre de la Défense nationale. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas où a été le député au cours des derniers mois, mais il ne s'est pas rendu sur les 33 bases militaires. Il n'a pas vu les investissements qu'on y fait. Il n'a pas vu les améliorations qui y ont été apportées. 61 % d'augmentation de demandes cette année pour postuler au sein des forces. Des augmentations de 8, 10 et 12 % pour les salaires. Monsieur le Président, je ne vois pas comment le député peut inventer des choses du genre. L'honorable député de Selkirk Interlake Eastman. Eh bien, séparons la fiction des faits. La plupart des militaires ne voient pas leur salaire augmenter parce que les libéraux continuent de réduire les aides à la moindre occasion. Les loyers des logements militaires ont augmenté de plus de 5 %. L'aide au logement a diminué dans plus de 10 lieux d'affectation importants. Ces coupes imprudentes nuisent au maintien en poste et à la préparation opérationnelle. Comment nos braves hommes et femmes en uniforme peuvent-ils faire confiance à ces libéraux alors qu'ils donnent d'une main et reprennent de l'autre? Le ministre de la Défense va-t-il abroger ces politiques imprudentes et améliorer la rétention pour nos braves hommes et femmes en uniforme? L'honorable ministre. Bon, c'est une bonne journée pour répondre à cette question puisque, dans les faits, il y a un an aujourd'hui, nous avions annoncé que nous allions atteindre 2 % des dépenses en défense. Je me souviens où se trouvait le député à la fin du régime Harper alors que nos dépenses étaient de moins de 1 % du PIB. Je ne le voyais pas à l'époque se battre pour les militaires. Il était absent. Nous construisons 75 000 nouveaux logements. Il y a 3 nouveaux blocs d'appartements qui ont été achetés. Nous faisons des progrès étape par étape, Monsieur le Président. C'est exactement ce que les hommes et les femmes en uniforme méritent. L'honorable député d'Algonquin-Renfrew-Pembroke. Monsieur le Président, l'augmentation salariale accordée par les libéraux aux femmes et hommes des Forces armées canadiennes est une blague. Les libéraux réduisent les allocations de logement de près de 7 200 $ par année, en plus d'une hausse de loyer de 5 %. Les membres des Forces armées canadiennes de la région de Capitale-Nationale verront leur allocation de logement réduite d'au moins 4 200 $ par année. À Kingston, ils pourraient subir une réduction pouvant atteindre 7 200 $ l'année prochaine. Quand le ministre de la Défense annulera-t-il ces changements nocifs? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, nous allons continuer d'apporter des changements disciplinés et responsables au sein des Forces armées canadiennes. Les applications ont augmenté de 61 % par rapport à l'année dernière. Et il y a 13 % de plus de membres des forces cette année par rapport à l'année dernière. Il y a plus de femmes qui se joignent aux Forces armées canadiennes qu'à tout autre moment. Nous achetons des systèmes d'armement, de nouvelles armes. Nous construisons des logements. Nous construisons pour l'avenir, Monsieur le Président. Je sais que c'est difficile lorsqu'on laisse un gâchis comme l'a fait le dernier régime Harper, mais ce n'est pas difficile de défendre notre bilan. L'honorable député de Davenport. Monsieur le Président, j'ai de bonnes nouvelles. Le mois de juin, c'est le mois du patrimoine portugais. Et nous célébrons aujourd'hui le Dia de Portugal. Comunidades portuguesas
L'honorable ministre de la Culture et de l'Identité canadienne et ministre responsable des langues officielles pourrait-il nous parler de l'importance de la communauté luso-canadienne et de sa contribution à la diversité du Canada? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à souhaiter un joyeux mois du patrimoine portugais et un Feliz Dia de Portugal de Camões et das Comunidades Portuguesas à tous les Canadiens. Depuis les années 50, des générations d'immigrants portugais sont venus s'installer au Canada. Aujourd'hui, près d'un demi-million de Canadiens ont des racines portugaises. Dans tous les secteurs, les Luso-Canadiens continuent d'enrichir notre société grâce à leur travail acharné, leur talent et leur engagement envers notre communauté. C'est vrai dans cette Chambre également. C'est l'occasion de réfléchir aux valeurs qui nous unissent et de célébrer la diversité qui fait la force du Canada. Obrigado, Monsieur le Président. L'honorable député d'Edmonton Sud-Est. Sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. À Edmonton, les familles subissent les conséquences de la mauvaise gestion des libéraux. Un récent sondage de Centraide a révélé que 60% des Canadiens se sentent désormais inquiets au sujet de leurs finances personnelles. Les facteurs mondiaux ne sont pas à blâmer. Ce sont les dépenses inflationnistes des libéraux, la bureaucratie et les lois à l'ordre. Les députés dans le coin droit de la Chambre font en sorte qu'il est impossible d'entendre la question. Est-ce que le député peut reprendre du début? Sous ce premier ministre libéral, le Canada est le seul pays du G20 en récession. À Edmonton, les familles subissent les conséquences de la mauvaise gestion des libéraux. Un récent sondage de Centraide a révélé que 60% des Canadiens se sentent désormais inquiets au sujet de leurs finances personnelles. Les facteurs mondiaux ne sont pas à blâmer. Ce sont les dépenses inflationnistes des libéraux et les lois anti-développement qui ont paralysé notre économie. Les Canadiens méritent mieux. Le premier ministre va-t-il mettre fin à ces politiques coûteuses qui ont provoqué cette crise afin que les Canadiens puissent à nouveau joindre les deux bouts? L'honorable ministre de la Préparation aux urgences. Monsieur le Président, notre gouvernement a un plan clair pour construire un Canada fort en créant de bonnes carrières pour les travailleurs de l'Alberta et de partout au pays. Le mois dernier, 14 000 nouveaux emplois ont été ajoutés à l'économie de l'Alberta. Nous savons qu'il reste du travail à faire. Et c'est pourquoi nous avons une vision pour former la main-d'œuvre de demain, former 200 000 nouveaux travailleurs dans les métiers. Une question simple. Pourquoi les conservateurs sont-ils si déçus par les bonnes nouvelles sur notre économie? L'honorable député d'Edmonton-Strathcona. Monsieur le Président, Doug Ford veut faire passer en force un projet d'agrandissement de l'aéroport Billy Bishop d'un coût de 5 milliards de dollars dont les Torontois ne veulent pas. C'est une bonne chose que le NPD lutte contre ce projet, mais où sont les députés libéraux de Toronto? Ils manquent à la tâche. En fait, ils se cachent derrière une fausse consultation qui, selon les groupes communautaires, est une perte de temps, sans analyse de rentabilité, sans évaluation environnementale et sans détail. Si les députés libéraux de Toronto ne défendent pas les électeurs qui les ont élus, le premier ministre va-t-il mettre fin aujourd'hui à ce projet? L'honorable ministre des Transports. Je tiens à rassurer la députée d'Edmonton que les 23 députés libéraux de Toronto sont d'excellents députés qui représentent très bien cette ville, qui s'assure que nous avons du logement et d'autres investissements qui vont permettre à la ville d'aller de l'avant. Nous allons bien sûr continuer d'écouter les gens de la grande région de Toronto. Nous allons bien sûr écouter la voix des Torontois et des Torontoises alors que nous allons de l'avant dans ce dossier très important. Ceci met fin à une autre période des questions du mercredi.